Les très nombreuses adaptations de Frankenstein au cinéma ont toujours permis de faire ressortir des traits qui existent plus en possible qu'en acte dans le roman. J'étais super impatiente de découvrir l'adaptation de Del Toro. Du coup, on va s'intéresser à 3 axes qui distinguent le film du roman dans cette ultime adaptation. Premier axe, le rejet par le père. Dans le roman, Victor rejette la créature qui lui a coûté tant d'efforts. Ce revirement est simplement expliqué par la peur de Victor face à son propre ouvrage, par le caractère monstrueux du physique de la créature qui lui apparaît le matin de sa naissance, au pied de son lit, comme un cauchemar. Ce revirement est difficile à concevoir dans le roman, c'est vrai. Il en est pourtant la clé. C'est ce rejet du père qui donne toute sa psychologie au monstre. Del Toro va plus loin dans l'explication de ce rejet. Au début, Victor accepte le monstre, il tente même de l'éduquer. Mais hanté par l'éducation qu'il a lui-même reçue d'un père tyrannique, il finit par se frustrer des difficultés de la créature. Alors que dans le roman, Victor a une très bonne relation avec son père, qui n'est pas du tout tyrannique. En fait, il grandit un peu dans la maison idéale, c'est Candide, si vous voulez. Un autre élément permet à Del Toro de trouver une explication au rejet de Victor. C'est la jalousie quand Elisabeth entre en jeu, et le fait qu'elle noue une relation privilégiée avec le monstre. Or, Elisabeth n'est pas seulement la femme de son frère qu'il convoite dans le film, elle est aussi sa mère, symboliquement, puisqu'elle est jouée par la même actrice. Mais là encore, ça change pas mal du livre. Et le deuxième axe, c'est justement le traitement d'Elisabeth. Dans le roman, Elisabeth est la cousine de Victor, éduquée, recueillie par sa famille. Il a grandi avec elle, elle est comme sa sœur. Bon, en réalité, le roman a une version de 1818, une version de 1831 dans laquelle Mary Shelley change principalement ce lien, et pour le rendre moins incestueux, elle dit qu'Elisabeth est une amie de la famille qui a été recueillie. Dans les deux cas, ils ont été élevés ensemble, comme frères et sœurs. Vous en faites ce que vous voulez. Et sur son lit de mort, la mère de Frankenstein leur fait promettre de s'unir. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Victor perd sa mère, certes, mais il a déjà sa remplaçante, désignée par sa mère elle-même. Il pourrait à ce moment-là décider de s'installer avec Elisabeth et de fonder une famille, mais il préfère partir à l'université pour étudier. Dans le film de Del Toro, il est clair qu'Elisabeth lui rappelle sa mère, mais elle n'est pas sa promise à lui, elle est celle de son frère. Le fait qu'il essaie de la conquérir malgré cela montre qu'il n'a aucune morale, et cela noircit le portrait de Victor. Je ne peux pas m'empêcher de trouver dommage que Del Toro ait supprimé le personnage de Justine, qui est le 3e personnage féminin du roman. En plus, comme c'est Mia Goth qui joue les 2 rôles féminins du cast, ça fait un peu schtroumpfette. Pourtant, j'adore Mia Goth. Le sort qui va être réservé à ce personnage varie aussi énormément. Dans le roman, comme Victor n'a pas voulu donner de compagne au monstre, celui-ci tue Elisabeth le soir des noces de Victor et Elisabeth. C'est pas un accident, c'est un meurtre. Et de là s'ensuit la course-poursuite entre les 2 hommes. Le film de Kenneth Branagh était en ce sens beaucoup plus proche du roman, mais avec un ajout que personnellement j'adore et qui je trouve complète parfaitement les thématiques du roman. Victor décide de faire vivre Elisabeth puisqu'il en a le pouvoir, et pour cela il réunit sa tête sur le corps de Justine, une proche de la famille également décédée. Ce deuxième monstre doit aussi être une composition de plusieurs êtres pour exister, ce qui est la particularité du monstre de Frankenstein et le différencie d'un simple mort-vivant. De plus, cette scène magistrale et terrifiante achève de réunir et d'opposer Frankenstein et son monstre parce qu'ils convoitent désormais un seul et même être. Après, on peut dire que Del Toro, en faisant une Elisabeth fascinée par le monstre, en fait un peu une réminiscence de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein. En fait un peu une réminiscence de Mary Shelley, l'autrice du roman. Le lien qui se crée très fort entre Elisabeth et la créature n'est pas du tout pressenti dans le roman. Et cet amour nous amène à une autre distinction. Le monstre est beaucoup plus aimable dans l'œuvre de Del Toro que dans le roman. Le monstre de Del Toro est plus pur que celui de Shelley. Il ne tue pas l'enfant de la famille et Elisabeth comme il le fait dans le roman. En fait, s'il devient monstrueux, c'est par prophétie autoréalisatrice parce qu'il a été rejeté par son créateur. Le monstre de Del Toro, lui, peut donc se racheter autrement qu'en se tuant. C'est Victor qui est le véritable antagoniste dans le film. Bon, le monstre tue quand même ceux qui l'attaquent, et plutôt salement. Mais le choix de prendre Jacob Elordi, ok, il a joué un méchant dans Euphoria, mais c'est super difficile de détester cette personne. Del Toro veut que le spectateur s'attache au monstre. Et ça résonne plutôt bien avec le matériel de base, surtout quand on pense que le monstre représente en réalité chacun d'entre nous. Le monstre de Frankenstein n'est pas simplement quelqu'un qui revient d'entre les morts, c'est un être nouveau composé d'êtres préexistants. Les films ont toujours donné cette esthétique avec des sutures qui n'apparaît pas directement, qui n'est pas directement mentionnée dans le roman. Et ça a vraiment permis de creuser l'interprétation de ce mythe, de la déployer.
Le monstre est une composition à partir d'humains existants, comme nous le sommes tous, avec parfois le sentiment douloureux de réunir des entités irréconciliables, et aussi la nécessité d'atteindre une forme de perfection attendue par certains de nos créateurs, comme Victor ou comme son père avant lui. Une thématique qui peut faire écho pour beaucoup à la difficulté de concilier les différentes parts de nos identités et les attentes qui pèsent sur nous. Nous sommes tous un arrangement qui aspirait à la perfection, mais qui n'est en réalité rien d'autre que simplement nouveau, inédit, qui doit se trouver un sens qui ne préexistait en rien. Marie, l'autrice, ne pouvait manquer de s'identifier au monstre, et ce, à double titre. D'abord parce qu'au moment où elle écrit Frankenstein, elle n'a plus de nom. Elle a été rejetée par son père, parce qu'elle s'est enfuie avec son amant, et elle n'a pas encore pu se marier avec son amant, parce que la femme de celui-ci est à ce moment-là encore vivante. C'est marrant parce qu'ils ont 16 et 24 ans quand ils partent ensemble, et quand elle écrit Frankenstein, elle a 19 ans. Mais il y a aussi peut-être autre chose qui fait que Marie s'identifie au monstre. C'est les conditions de sa naissance, puisque sa propre mère est morte des suites de son accouchement. Il y a une super pièce de théâtre qui m'avait vachement marquée il y a quelques années qui s'appelle Mademoiselle Frankenstein qui parle de ça. Et pour être parfaitement honnête, et ce sera ma conclusion, ce que j'aime dans Frankenstein, c'est le foisonnement d'interprétations autour de cette idée de procréation. Alors, des axes, on pourrait en prendre plein d'autres, comme l'opposition nature-culture et la question de la prohibition de l'inceste dans la famille de Victor. Mais ça demanderait une vidéo beaucoup plus longue, donc je vais axer cette conclusion sur une chose, enfin 3. Voilà, la transgression de Victor est triple. Vis-à-vis de la frontière vie-mort, vis-à-vis de celle homme-dieu, mais aussi vis-à-vis de celle homme-femme, puisque la capacité d'engendrer un nouvel être vivant est normalement réservée à la femme. Et si la création de Frankenstein est monstrueuse, c'est parce qu'elle est faite sans passer par le corps d'une femme. C'est sans doute la principale erreur de Victor. Je vous ai dit que quand sa mère meurt sur son lit de mort, elle lui dit « épouse ta cousine, sœur, amie de la famille ». Et lui, il dit « oui, mais plus tard, je vais d'abord partir à l'université ». Et là, ce qu'il fait à l'université, c'est qu'il conçoit un nouvel être vivant, là où il aurait pu en concevoir un autre, avec Élisabeth, dans son foyer. Marie Shelley avait une mère célèbre, qui s'était fait connaître pour son œuvre féministe. La natalité avait une dimension sociale importante pour la mère de Marie. Le roman visait, entre autres, plus ou moins consciemment peut-être, à dénoncer l'hubris de l'homme masculin, qui voudrait créer l'homme sans la femme. C'est un peu dommage que dans l'œuvre de Del Toro, on laisse ce propos de côté au profit d'un resserrement sur les liens père-fils, et que les personnages féminins en soient vraiment réduits à des fonctions. L'adaptation de Branagh de 1984 est plus proche du roman par bien des aspects. Mais dans les deux cas, on ne peut nier que ces adaptations viennent nourrir des possibles en germe dans l'œuvre de Mary Shelley.